sur la formation professionnelle et l'apprentissage. On vit aujourd'hui une situation totalement surréaliste. Totalement surréaliste. On discutait pendant 1 heure, tout à l'heure, entre nous, de savoir si les contrats d'objectifs et de moyens, sur le nombre d'apprentis, sur le nombre de stagiaires professionnels, on pouvait les signer, comment ? Tout simplement parce qu'un jour, le président de la République s'est réveillé, a souhaité doubler le nombre d'apprentis, sans se préoccuper de savoir que, le nombre d'apprentis dépendait d'abord des entreprises, dépendait de la qualité de l'apprentissage, parce que le taux d'échec d'apprentissage est de 25%, 10% supérieur à celui scolaire, dépendait d'une certaine permanence des dispositifs d'exonération, d'appui. Le gouvernement vient de supprimer 15 dispositifs d'appui à l'apprentissage et nous demande de doubler le nombre d'apprentis. Voilà. On se trouve dans quelque chose qui est totalement surréaliste et nous donne des leçons. Alors que l'investissement des régions, je le disais tout à l'heure, a été d'augmenter de 50% les dotations de l'État. Et comme la capacité, la voix de l'ARF et des régions n'est pas égale à celle de TF1, d'Antenne 2 et de la sortie de tous les ministres dans toutes les chaînes de télé, bon, ça commence à bien faire. Donc il faut que dans ce domaine-là, nous ayons la totalité de la responsabilité, y compris avec un système de péréquation de la taxe d'apprentissage, de telle sorte que nous puissions gérer ça d'une manière dynamique comme nous le faisons. En tout cas, on ne peut pas voir la politique du chiffre qui peut exister pour les accidents de la route s'installer de la même manière pour le nombre d'apprentis. Ça n'a pas de sens. Les régions mettent en place, depuis qu'elles ont pris la responsabilité de la formation, des services publics qui essayent de décloisonner et de prendre en compte l'ensemble de la vie du jeune et pas simplement de le morceler. On sait très bien que quand on coupe la vie d'un jeune en tranches, quand on ne le prend pas en globalité, ça ne marche pas. Pourquoi orientation ? Parce qu'il n'y a plus aujourd'hui de système public d'orientation. Et que l'orientation est l'élément essentiel de l'égalité des chances. Ce n'est pas le seul élément, mais en tout cas c'est un des éléments essentiels. On voit l'effondrement des milieux sociaux populaires dans les grandes écoles, dans les classes prépa, dans certaines facultés. Il faut qu'on fasse quelque chose dans ce domaine-là. Et ça passe par une appréhension globale du monde de la formation. Ensuite, il y a l'insertion des chômeurs. On voit aujourd'hui que le système Pôle emploi est un échec. Est un échec parce qu'on a fusionné 2 métiers qui ne correspondaient pas l'un et l'autre, le métier de l'indemnisation et le métier de la réinsertion. Nous disons, il appartient aux régions de prendre en charge, de porter ce métier de la réinsertion, y compris d'ailleurs, parce que le monde des services à l'emploi, missions locales, PAIO, dans nos régions, c'est parfois des centaines d'organismes qui font le même job sur des publics qui se recoupent sans avoir de pilotage. On sait très bien qu'aujourd'hui, sans gouvernance et sans pilotage, on ne peut pas avoir une politique publique. Or, il n'y a pas de politique publique du service public de l'emploi. Les régions qui sont à la fois en compétences développement économique et connaissent le monde des employeurs et en compétences de formation souhaitent prendre la responsabilité de cette réinsertion vers l'emploi, à la fois pour les jeunes et tout au long de la vie. Notre relation à l'université. On ne va pas revenir, même s'il pose un certain nombre d'interrogations, sur les universités qui sont devenues autonomes et pour lesquelles il y a eu une dévolution des biens. Ceci dit, beaucoup d'universités ne sont pas encore entrées dans ce processus. Et beaucoup d'universités s'inquiètent. Elles s'inquiètent aussi parce que si le processus du grand emprunt et des investissements d'avenir a été un processus intéressant, il se trouve aujourd'hui qu'il existe par ailleurs une diminution des crédits récurrents. Donc on peut analyser le grand emprunt comme une procédure de débudgétisation du budget des laboratoires et du budget des universités. Vers quoi
ou vers qui vont se tourner les universités, soit qui n'ont pas gagné, entre guillemets, les appels à projets du grand emprunt. Est-ce que ces universités, et qui sont autonomes, est-ce que ces universités vont se tourner vers l'augmentation des frais d'inscription, ce qui met en cause notre modèle de gratuité de l'éducation, qui, je le rappelle, ça ne vient pas de suite, mais je suis profondément persuadé, personne ne l'évoque, que si nous n'avions pas une gratuité de l'éducation, notre démographie s'effondrerait. Notre démographie s'effondrerait. Les ménages n'auraient pas 3 enfants s'ils savaient qu'ils devaient payer l'éducation de leurs enfants tout au long de leur vie. C'est sûrement une des bases du dynamisme démographique à la française. Or, aujourd'hui, une université qui n'est pas bénéficiaire d'un grand emprunt et qui voit la baisse des crédits récurrents des grands organismes va se tourner vers qui? Vers ses étudiants pour augmenter les frais d'inscription, vers les régions, mais elles n'en ont pas les moyens aujourd'hui, compte tenu du gel des dotations et de la régression des impôts qui nous restent, ou alors vers des entreprises pour fonder des fondations privées, comme ça se passe déjà. Enfin, je veux dire, le modèle que nous laisse Mme Pécresse aujourd'hui et le gouvernement à l'égard de l'université est une bombe à retardement aussi importante que celle du déficit budgétaire massif que nous laisse le gouvernement. En tout cas, il faut que les régions, et nous allons poursuivre, nous le présenterons au congrès de l'ARF, Laurent Beauvais notamment est en train d'y travailler. Nous allons rencontrer la conférence des présidents d'université. Il nous faut que les régions puissent apporter aussi leurs sentiments à l'égard, ou leur position à l'égard des universités. Le modèle agricole français, là aussi totalement centralisé, de gestion de la PAC, est un modèle aujourd'hui qui est non seulement obsolète, mais dont on s'aperçoit que par rapport au modèle allemand de régionalisation de la PAC, il se trouve qu'il y a une agriculture qui a monté et une agriculture qui régresse, ou qui est en tout cas en difficulté, en inquiétude. Donc il faut aussi que nous réfléchissions à la politique agricole commune. Et en Allemagne, on a rapproché la gestion des 2 piliers de la politique agricole, pilier numéro 1 sur les aides compensatoires en quelque sorte, et pilier numéro 2 sur les aides d'aménagement du territoire, dites FEADER, des différences qu'il peut y avoir entre les régions, des types de production. Il faut que nous soyons dans le jeu. On ne revendique pas dans cette affaire, au moins pour le pilier numéro 1, qu'on en soit tributaire, mais qu'on en soit co-gérant, d'une certaine manière.